Le coup d'État de 1972 au Maroc n'était pas simplement une tentative échouée de renversement du pouvoir, mais bien un moment charnière qui a failli redessiner les contours de la scène politique du pays. Le général Mohamed Oufkir, l'homme fort du régime marocain, avait décidé de se retourner contre le roi Hassan II dans l'un des complots les plus dangereux de l'histoire moderne du royaume. Mais comment ce plan minutieusement élaboré s'est-il transformé en échec cuisant? Et que s'est-il passé dans le ciel lorsque l'avion royal a été pris pour cible par les putschistes? Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons les détails des moments critiques vécus par le Maroc ce jour-là, depuis la planification secrète du coup d'État jusqu'au moment décisif de confrontation entre le roi et son général ambitieux. Nous aborderons comment Hassan II a miraculeusement survécu grâce à une manœuvre aérienne et à une ruse qui l'ont sauvé d'une mort certaine. Nous analyserons ensuite les répercussions de cette tentative avortée sur l'armée et la politique au Maroc. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir l'histoire complète d'un coup d'État qui a failli changer le cours de l'histoire. Et n'oubliez pas de soutenir notre contenu en aimant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Dans les années 1970, le Maroc traversait une période de turbulences politiques et sociales, créant ainsi un climat propice à l'instabilité au sein de l'institution militaire et du régime monarchique. Le roi Hassan II, monté sur le trône dans des circonstances difficiles, faisait face à de nombreux défis dans sa gouvernance. L'un des plus grands défis était le mécontentement croissant parmi certains officiers militaires, qui estimaient que la monarchie d'Hassan II limitait leur pouvoir et réduisait leur influence sur le cours des événements dans le pays. Avec le temps, ces tensions se sont intensifiées et des mouvements suspects ont commencé à émerger au sein de l'armée, plaçant le roi dans une situation délicate. Bien que le roi Hassan II disposât de pouvoirs étendus, la situation au sein de l'armée marocaine était différente. Certains officiers commençaient à ressentir que la monarchie ne leur offrait pas suffisamment d'opportunités d'exercer une influence ou de dominer les événements. C'est dans ce contexte que le ressentiment s'est accru parmi ces militaires, qui voyaient en Hassan II un obstacle à leurs ambitions politiques et économiques. Le roi tentait de maintenir un équilibre délicat entre les forces militaires et civiles, mais certains éléments de l'armée considéraient que cet équilibre freinait leur capacité à exercer le pouvoir. Parmi les officiers les plus affectés par cette situation figurait le général Mohamed Oufkir, alors ministre de l'Intérieur et chef de la Sûreté nationale. Grâce à sa grande popularité au sein de l'armée, Oufkir était l'un des piliers du régime monarchique. Pourtant, il commença à ressentir les contraintes imposées par le roi sur son autorité et son influence. Dans ce climat tendu, il nourrit l'ambition de renforcer son pouvoir au détriment du roi, envisageant un coup d'État pour accéder au trône. Oufkir n'était pas un simple militaire traditionnel, c'était une personnalité extrêmement ambitieuse, se considérant comme l'homme le plus apte à diriger, et il estimait que le moment était venu de capitaliser sur son influence dans l'armée pour mettre en œuvre un plan de renversement. À cette époque, l'armée marocaine était l'institution la plus puissante du pays, et les officiers militaires jouissaient d'un grand pouvoir, surtout dans un contexte de luttes internes. Oufkir chercha à rallier davantage d'officiers à sa cause, notamment au sein de l'armée de l'air et des services de renseignement, deux forces clés pour garantir le succès de son projet. Face au mécontentement grandissant dans les milieux militaires, la tentative de coup d'État semblait de plus en plus réalisable. Le 16 août 1972, après s'être assuré de la loyauté d'un certain nombre d'officiers militaires clés, le général Mohamed Oufkir lança un plan de coup d'État militaire complexe visant à s'emparer du palais royal à Rabat et à capturer le roi Hassan II. Le plan d'Oufkir reposait principalement sur une attaque aérienne minutieusement coordonnée, utilisant des avions militaires de l'armée de l'air marocaine pilotés par des officiers loyaux. Les avions décollèrent de la base de Casablanca et, au début, tout se déroulait selon le plan méticuleusement élaboré. Les pilotes participants furent soigneusement sélectionnés,
car ils étaient pleinement informés des objectifs de l'opération et de ses détails précis. L'objectif principal était d'établir un contrôle total sur le royaume en capturant directement le roi Hassan II afin de garantir la réussite du coup d'État et de prendre le contrôle complet des leviers du pouvoir. Pendant ce temps, le roi Hassan II rentrait au Maroc après une visite en France à bord de son avion royal, un Boeing 727, après un voyage à l'étranger. Alors que l'avion approchait de l'espace aérien marocain, 6 avions de chasse décollèrent de la base aérienne de Kénitra sous le commandement du commandant Gueïra, 3 étant entièrement armés et les 3 autres non munis de munitions. La mission des assaillants était claire: abattre l'avion royal et assassiner le roi. Lorsqu'un avertissement fut reçu concernant les mouvements suspects des avions attaquants, le pilote Mohamed Kabaj informa rapidement le roi de l'activité suspecte dans les airs. Malgré cela, le roi Hassan II resta totalement calme et montra une grande confiance, pensant que ces avions n'étaient qu'un simple escorte jusqu'à l'atterrissage. À ce moment-là, rien n'indiquait clairement une menace réelle et la scène semblait être une procédure habituelle pour accompagner l'avion royal jusqu'à l'aéroport. Mais les choses évoluèrent rapidement lorsque, soudainement et sans aucun avertissement, les avions attaquants ouvrirent le feu sur l'avion royal. Les tirs mirent hors service 2 des moteurs de l'avion, mettant la vie du roi en danger. Cependant, dans ces moments critiques, le roi avait pris une mesure préventive en changeant préalablement de place pour s'asseoir derrière le cockpit au lieu de son siège habituel. Ce changement mineur de position lui permit d'échapper au coup fatal qui visait son emplacement habituel. En même temps, les avions poursuivirent leurs tirs sur l'avion, causant de graves dommages. Mais grâce à une habileté inattendue, le pilote Mohamed Kabaj réussit miraculeusement à piloter l'avion et à effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Salé, malgré les dégâts subis par l'appareil. Dans des moments décisifs durant l'attaque contre l'avion royal, la situation frôlait la catastrophe. L'appareil avait subi de lourds dommages et le roi Hassan II avait été grièvement blessé au cou. Face à ces circonstances critiques, le pilote de l'avion royal, Mohamed Kebash, prit une décision capitale susceptible de changer le cours des événements. Pour convaincre les assaillants que leur mission avait échoué, il décida de recourir à une ruse ingénieuse par radio. Kebash demanda à l'ingénieur de vol, présent à bord, de contacter les avions attaquants via la radio et de leur annoncer que l'attaque avait causé la mort du roi Hassan II, du pilote et de son copilote, afin de leur faire croire que la mission était accomplie et que l'avion royal avait été complètement détruit. À ce moment critique, le roi Hassan II interrompit la conversation de l'ingénieur et corrigea ses instructions. Plutôt que d'annoncer sa mort, il lui ordonna de déclarer qu'il avait été gravement blessé au cou, dans une manœuvre habile destinée à les induire en erreur et les pousser à se retirer sans éveiller leurs soupçons. Cette correction d'urgence du roi fut la clé pour sauver la situation. Une fois que l'ingénieur de vol transmit le message modifié par radio, les avions attaquants tombèrent dans le piège, croyant que leur objectif avait été atteint et que le roi était mort. Ce faux renseignement les poussa à battre en retraite, convaincus que leur mission était terminée, alors que le roi était toujours en vie et que son avion, bien que sérieusement endommagé, continuait de voler. Grâce à cette ruse, les avions attaquants décidèrent de retourner à la base de Kénitra pour se réapprovisionner en munitions, croyant avoir accompli leur mission. Ce repli offrit au pilote Kebak une occasion précieuse d'échapper à l'attaque directe. Il parvint alors à diriger l'appareil endommagé vers l'aéroport militaire de Rabat. Malgré les dégâts considérables, il réussit à y atterrir, assurant ainsi la sécurité du roi et de l'équipage de l'avion. Et lorsque le roi Hassan II réussit à échapper à la tentative de coup d'État menée par le général Mohamed Oufkir, sa première réaction fut de donner des ordres fermes à l'armée et aux forces aériennes pour neutraliser les rebelles. Dès son arrivée à l'aéroport militaire de Salé, après l'atterrissage d'urgence de l'avion royal, le roi décida d'agir rapidement afin de reprendre le contrôle de la situation. Tandis qu'il se déplaçait discrètement à bord d'une petite voiture, empruntant des routes secondaires en direction du palais de Skirat, les rebelles croyaient encore qu'ils se trouvaient à l'aéroport. Dans ces moments critiques,
Ils tentèrent de bombarder le salon d'honneur de l'aéroport avec de l'artillerie lourde, pensant que le roi y était resté. Cette attaque causa la mort de 8 personnes et fit 50 blessés, dont 4 ministres du gouvernement royal, révélant la gravité de la rébellion. Cependant, le roi n'était plus sur les lieux, ayant déjà quitté les environs pour rejoindre le palais de Skhirat, situé à une vingtaine de milles de l'aéroport, ce qui lui permit d'échapper à l'attaque de manière inattendue. Après avoir raté l'opportunité d'abattre l'avion royal, les assaillants dirigèrent leur feu vers le palais royal à Rabat, pensant que le roi s'y trouvait encore. Ils ignoraient qu'ils s'étaient déplacés à Skhirat, rendant leur attaque inutile. Malgré l'intensité de l'attaque, les défenses du palais et les forces de la garde royale résistèrent avec efficacité, ce qui permit de faire échouer totalement la tentative. Après avoir miraculeusement échappé à la mort, le roi donna des ordres décisifs à l'armée pour se diriger immédiatement vers la base aérienne de Kénitra, que les rebelles avaient investie. Une brève confrontation eut lieu entre les forces loyalistes et les éléments rebelles, au terme de laquelle les troupes royales reprirent rapidement le contrôle de la base, notamment après avoir encerclé les putschistes de toutes parts. Et bien que la tentative de coup d'État ait échoué, ses conséquences politiques et militaires furent profondes. Après avoir déjoué le complot, le roi Hassan II lança une vaste campagne d'épuration au sein de l'armée et des services de renseignement, éliminant toute personne soupçonnée, même légèrement, d'avoir participé à la conspiration. De nombreux officiers militaires impliqués dans le coup furent traduits en justice. Certains furent exécutés, d'autres emprisonnés pour de longues peines allant jusqu'à 20 ans. Le général Mohamed Oufkir, l'un des principaux instigateurs, fut éliminé après l'échec du coup. Les circonstances de sa mort restent floues. Certains affirment qu'il s'est suicidé, tandis que d'autres pensent que le roi Hassan II l'a fait exécuter directement après son arrestation. Quelle que soit la version, sa disparition a marqué une étape décisive dans la consolidation du pouvoir royal et l'élimination de toute menace potentielle. L'échec du coup renforça la position du roi Hassan II, lui conférant un pouvoir quasi absolu en tant que chef suprême des forces armées, ce qui contribua à stabiliser la situation intérieure du royaume. Non seulement la tentative de renversement fut déjouée, mais elle fut suivie d'une vaste campagne sécuritaire, impliquant une restructuration des forces armées et des services de sécurité, permettant au roi d'exercer un contrôle accru et d'asseoir son autorité avec une poigne de fer. Ces événements eurent un impact durable sur la politique intérieure marocaine. L'État devint étroitement surveillé par les services de sécurité, et l'image d'un roi fort et inébranlable s'imposa dans le paysage politique. Cela contribua à renforcer la légitimité du pouvoir monarchique et à affermir le contrôle du roi sur l'armée et les services de renseignement. Malgré l'échec du coup mené par le général Oufkir, ses répercussions furent majeures sur les plans politiques et économiques. D'un côté, le roi en sortit renforcé, montrant sa capacité à faire face aux menaces internes et son refus de tolérer toute remise en question du régime monarchique. Cette tentative échouée servit de démonstration de la détermination du roi à conserver le pouvoir coûte que coûte. Après avoir échappé à une tentative d'assassinat, le roi Hassan II chercha à renforcer encore davantage ses liens avec les institutions militaires et sécuritaires. Il prit des mesures concrètes pour consolider la loyauté de l'armée et imposer une surveillance accrue sur les institutions militaires, assurant ainsi la stabilité de son règne dans les années suivantes. Cela lui permit d'exercer un contrôle encore plus centralisé sur les rouages de l'État. Sur le plan interne, l'échec du coup d'État entraîna des changements structurels dans la politique marocaine. Le roi devint plus vigilant quant à la sécurité du régime, renforçant son emprise sur le pouvoir et introduisant des réformes dans l'organisation de l'armée et des services de renseignement pour empêcher toute récidive. Ces événements contribuèrent à affirmer davantage son rôle de chef suprême des forces armées, donnant à son règne une dimension encore plus autoritaire. À l'international, l'échec du coup contribua à renforcer l'image du Maroc comme un royaume politiquement stable. Malgré les défis internes, le roi parvint à éviter les divisions majeures, ce qui permit de maintenir la stabilité du pays aux yeux de la communauté internationale. Cela renforça également l'image de la monarchie marocaine comme une institution solide et résiliente. En conclusion, le coup d'État d'Oufkir
n'était pas une simple tentative de rébellion passagère, mais bien un tournant décisif qui faillit changer le destin du Maroc. Malgré la précision de sa planification et la force de son exécution, l'intelligence du roi Hassan II et la loyauté de certaines factions de l'armée permirent de déjouer cette conspiration, consolidant ainsi sa position de souverain absolu du pays. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo du jour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications.